Il y a des secrets qui sont enterrés sous terre, qui se transforment en poussière à côté des eaux. Et il y a des secrets qui respirent, qui mangent à ta table, qui dorment dans la chambre d'à côté. Des secrets avec des yeux, des mains, une voix qui n'a jamais appris à crier. Dans un coin oublié du Mexique, dans un village sans nom dévoré par la poussière et le soleil, un secret a existé pendant 30 ans. Un secret gardé dans une maison en adobe au bout d'un chemin que personne n'empruntait. Une plaie ouverte dans la peau de la terre. Les murs de cette maison n'écoutaient pas seulement. Les murs voyaient. Les murs ressentaient le poids d'une vie qui n'aurait jamais dû exister. L'écho d'un cri qui s'était transformé en silence. L'odeur d'une peur qui était devenue une routine. Voici l'histoire d'Elena et celle de son fils, Miguel. Un fils qui était aussi son frère. Un fils dont le père était aussi le père d'Elena. Un nœud de sang et de silence qui défie la raison, la morale et tout ce que nous croyons savoir sur l'amour et la famille. Une tragédie qui s'est gestée dans l'obscurité, loin des yeux de Dieu et des hommes. Ce n'est pas une histoire de monstres. C'est une histoire de victimes, de silences qui se transmettent comme la pauvreté. De chaînes invisibles qui serrent plus fort que l'acier. C'est l'histoire d'un cri étouffé pendant 3 décennies. Un cri qui a finalement trouvé une fissure par laquelle s'échapper et mettre à nu l'hypocrisie de tout un système. Je m'appelle Matteo Del Valle. Et ceci est Realidad Prohibida. Si vous pensez que l'obscurité ne peut être combattue que par la lumière, si vous pensez que chaque histoire, aussi inconfortable soit-elle, mérite d'être racontée, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche. Parce que parfois, la vérité la plus terrifiante est la seule qui puisse nous libérer. Et le silence est toujours complice. Tout a commencé avec une carte. Une vieille carte jaunie, pliée 1000 fois, dans un bureau gouvernemental qui sentait le café rassis et la résignation. Sofia Ramirez avait 24 ans. Elle venait d'arriver dans la région, envoyée par une ONG pour une mission aussi noble qu'inutile. Recenser les familles en situation de vulnérabilité. C'était son premier vrai travail. Elle croyait encore aux rapports, aux données, au pouvoir d'un stylo pour changer le monde. Une naïve, diraient les cyniques. Un espoir, diraient les désespérés. Sur la carte de la commune, couverte de punaises et de marques de crayon, il y avait un point aveugle. Une petite tache au bout d'un chemin flou, presque effacé par le temps. Là, un petit carré dessiné à la main. Une maison. Dans les registres officiels, cette maison n'existait pas. Dans le recensement de la décennie précédente, elle était répertoriée comme inhabitée. Dans celui d'avant, en ruine. Le système l'avait déclarée morte. Mais les anciens du village racontaient autre chose. Ils le faisaient à voix basse, en regardant de côté, comme si les murs avaient des oreilles. La maison des oubliés, l'appelait-il. N'y allez pas, mademoiselle. C'est une mauvaise terre. Elle n'apporte rien de bon. Une femme se signa lorsque Sofia lui posa des questions à son sujet au marché. Le commerçant baissa les yeux et se mit à parler du temps. Le boucher a aiguisé son couteau avec une violence soudaine et lui a tourné le dos. Le silence n'était pas un vide. Il était rempli d'un pacte tacite, une peur partagée qui était devenue une habitude. Sofia a senti un frisson la parcourir. Ce n'était pas la chaleur de l'après-midi, c'était autre chose, l'intuition. Cette boussole interne qui nous avertit lorsque nous sommes au bord d'un précipice. Son patron, un homme appelé Mendes, avec la défaite installée sur les épaules et le regard perdu, lui prit la carte des mains avec une douceur paternelle. « Laisse tomber, Sofia. » Sa voix était aimable, mais ferme comme un roc.
Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas remuer. Ce sont de vieux problèmes. Les fantômes de cet endroit. Mais s'il y a des gens là-bas, ils ont besoin d'aide, insista-t-elle, avec la naïveté de ceux qui n'ont pas encore été vaincus. Mendes soupira. C'était le soupir de quelqu'un qui a vu trop de batailles perdues contre la bureaucratie et l'indifférence. L'aide n'est pas toujours la bienvenue. Et parfois, l'aide ne fait qu'empirer les choses. Concentre-toi sur les familles de la liste. Remplis les autres formulaires. Respecte ton quota. Ne te mêle pas de problèmes qui ne te concernent pas. Le mot « quota » résonna dans la tête de Sophia. Il ne s'agissait pas de personnes. Il s'agissait de chiffres. Mais l'image de cette tache sur la carte ne la laissait pas tranquille. Ce carré solitaire au bout d'une route inexistante. Cette nuit-là, elle ne parvint pas à dormir. Le ventilateur de plafond tournait lentement, coupant l'air dense et humide de sa petite chambre louée. Chaque tour était une question. Qui vivait là? Pourquoi tant de peur? Quel était le péché dont tout le monde parlait à voix basse? Le lendemain matin, il prit une décision. Il n'en parla à personne. Il ne remplit aucun formulaire. Il mit une bouteille d'eau, son cahier et un stylo dans un sac à dos. Et il se dirigea vers le chemin qui, officiellement, n'existait pas. Le soleil tapait sans pitié. L'air vibrait sur l'asphalte fissuré. Le chemin de terre se transforma rapidement en un sentier étroit, envahi par les mauvaises herbes. Les épines s'accrochaient à son pantalon, lui tirant légèrement pour l'avertir. Le silence était absolu. Pas d'oiseaux, pas d'insectes. Seul le bruit de ses propres pas sur la terre sèche et les battements de son cœur, de plus en plus forts dans ses oreilles. Il eut l'étrange sensation d'être observé, depuis les arbres secs, depuis le ciel blanc et chaud, depuis la terre même qu'il foulait. Après presque une heure de marche, alors que la sueur imprégnait ses vêtements et que le doute commençait à le peser, il la vit. La maison. C'était plus une ruine qu'un foyer. Le toit en tôle rouillée était bombé au centre comme un dos voûté. Les murs en adobe étaient fissurés, laissant apparaître les entrailles de paille et de boue. Les fenêtres, à peine 2 trous dans la façade, étaient recouvertes de planches de bois pourries. Elles semblaient mortes, abandonnées. Un squelette sous le soleil. Mais il y avait un signe de vie. Une fine colonne de fumée grise, presque invisible, s'élevait d'un tuyau métallique rouillé qui sortait du toit. Quelqu'un était à l'intérieur. Quelqu'un respirait dans cette tombe. Sophia s'arrêta à quelques mètres. L'air sentait l'humidité, le bois brûlé et autre chose. Quelque chose d'aigre, de pénétrant. L'odeur de l'abandon, de la chair qui ne voit pas le soleil. Elle prit son courage à 2 mains. Chaque pas vers le porche en bois lui semblait être une profanation. Le bois craquait sous ses pieds, émettant un long gémissement plaintif. Elle leva la main. Elle hésita une seconde. Son cœur battait à tout rompre contre ses côtes, et elle frappa. Toc, toc. Le son fut absorbé par le bois pourri. Il n'y eut pas d'écho. Rien. Le silence. Elle prit une profonde inspiration. L'air était brûlant. Elle frappa à nouveau, plus fort cette fois, avec ses jointures. « Bonjour ? Il y a quelqu'un » Sa voix lui semblait étrange, trop forte, une intruse dans ce silence de mort. « Je suis assistante sociale. Je viens du programme d'aide. Je veux juste parler. » Les secondes passèrent, qui lui semblèrent des heures. Le soleil continuait de taper. La fumée continuait de s'échapper. Sophia était sur le point de faire demi-tour, d'obéir à son chef, de retourner dans le monde des formulaires. Et puis,
Elle l'entendit. Un bruit métallique, lent, agonisant, le grincement d'un verrou qui n'avait pas bougé depuis des années. Une plainte de fer rouillée. La porte s'ouvrit, mais seulement d'une fente. Une bande d'obscurité profonde, au milieu de la lumière aveuglante. Et dans cette obscurité, un œil. Un seul œil qui la regardait. Un œil vieux, injecté de sang, rempli d'une panique qui n'était pas celle de ce jour, ni de cette année. C'était une panique ancestrale. L'œil d'une créature qui a passé toute sa vie cachée dans son terrier. L'œil d'Helena. « Qui êtes-vous » murmura une voix brisée, comme des feuilles sèches piétinées. La voix d'Helena. On aurait dit qu'elle ne l'avait pas utilisée depuis des années. « Je m'appelle Sophia », répéta-t-elle, en gardant une voix basse et calme. « Je fais partie du programme d'aide sociale. Je ne vous ferai pas de mal. Je veux juste parler. » L'œil disparut. La chaîne du verrou retentit à nouveau, cette fois avec une hésitation douloureuse, comme si le métal résistait à libérer son prisonnier. La porte s'ouvrit un peu plus, et Sophia la vit entièrement. Ce n'était pas une vieille femme. Elle avait peut-être 50 ans, mais son visage était marqué par la souffrance. Sa peau était parcheminée et d'un blanc maladif à cause du manque de soleil. Ses cheveux, gris et sans vie, tombaient en bataille sur ses épaules. Ses yeux, deux puits d'une peur si profonde qu'elle semblait avoir consumé tout le reste. Elle portait des haillons qui avaient autrefois été une robe à fleurs. Ce n'était plus qu'un chiffon gris. Elle était pieds nus. Ses pieds étaient crevassés et couverts d'une croûte de saleté. Helena ne dit rien d'autre. Elle ne pouvait pas. Elle se contenta de s'écarter, d'un geste minime, presque imperceptible. Une capitulation. Une invitation à l'enfer. Sophia entra. L'odeur la frappa d'abord. Ce fut une agression physique. Un coup de poing au visage. Un mélange nauséabond d'humidité, de sueur rance, d'urine et d'enfermement. L'odeur de la chair qui pourrit lentement dans la vie. Elle dut serrer les dents et se forcer à respirer par la bouche pour ne pas vomir. L'obscurité était presque totale. Ses yeux, habitués à la lumière crue de l'extérieur, mirent du temps à s'adapter. Pendant un instant, elle fut aveugle, flottant dans cet air pestilentiel. Peu à peu, des formes émergèrent saper des ombres, comme des fantômes prenant corps. Il n'y avait qu'une seule pièce, sale, chaotique, un dépotoir de désespoir. Un matelas crasseux, taché de liquide non identifiable, gisait dans un coin. Dessus, 2 couvertures usées. Au centre, une table bancale, avec les restes de quelque chose qu'elle ne parvint pas à identifier. Un foyer improvisé avec des briques noircies par la suie. Un seau dans un coin qui servait sûrement de latrine. La principale source de la puanteur. Il n'y avait pas de fenêtre fonctionnelle. Seulement les planches qui les recouvraient, par lesquelles filtraient de fins rayons de lumière, comme des aiguilles dorées dans la pénombre. Helena resta près de la porte, immobile, comme une statue de sel, observant chaque mouvement de Sophia. Un animal acculé dans son propre terrier. Sophia essaya de sourire, mais elle sentit que c'était un rictus grotesque. Un mensonge dans ce temple de la vérité la plus crue. « Je veux juste voir si vous avez besoin de quelque chose, » dit-elle d'une voix étouffée. « De la nourriture. Des médicaments. » Le silence d'Helena fut sa réponse. Un mur infranchissable. Et puis, Sophia l'entendit. Ce n'était pas le vent. Ce n'était pas le craquement de la maison. C'était un son guttural. Un gémissement grave, animal, qui venait du coin le plus sombre de la pièce, du matelas sale. Son sang se glaça. Les poils de ses bras se hérissèrent.
Il y a quelqu'un d'autre ici ?» demanda-t-elle, même si la réponse résonnait déjà dans sa poitrine. Elena se raidit. Son petit corps s'interposa entre Sofia et l'obscurité, dans un geste instinctif de protection. « Ce n'est personne, » dit-elle d'une voix tremblante. « C'est le vent. Il fait parfois ce bruit. » Mais il n'y avait pas de vent dans cette tombe scellée. Seulement l'air vicié qu'elles avaient respiré pendant 30 ans. Sofia fit un pas. Elena recula, mais pas assez. Ses pieds semblaient collés au sol. « S'il vous plaît, » murmura Elena. Ce mot était une supplication, une demande désespérée. « Partez, s'il vous plaît, » répéta-t-elle. « Laissez-nous tranquilles. » Mais le professionnalisme, ou peut-être une curiosité morbide et terrible, poussa Sofia à faire un autre pas. Puis, un autre. Le gémissement se répéta. Cette fois-ci, il était plus clair. Un son d'inconfort, d'existence pure. Sofia contourna Elena, et elle le vit, recroquevillé sur le matelas, en boule. Une silhouette. Ce n'était pas un homme. Ce n'était pas un enfant. C'était quelque chose entre les deux. Quelque chose pris au piège dans un limbe physique et temporel. Son corps était disgracieux, avec des membres longs et tordus dans des angles impossibles, comme ceux d'une marionnette cassée. Sa tête, trop grande pour son cou mince, penchait de manière anormale, presque suspendue. Sa peau était translucide, presque bleutée, sillonnée de veines. Son visage. Sofia sentit son estomac se nouer jusqu'à devenir un morceau de glace. Ses yeux, très écartés, n'avaient aucun regard. Il regardait sans voir. Deux billes opaques dans un océan de confusion. Sa bouche était entr'ouverte, laissant échapper un filet de salive qui coulait sur son menton. Il faisait de petits mouvements spasmodiques avec ses mains, ses doigts se tordant, comme s'il essayait d'attraper quelque chose que lui seul pouvait voir dans l'obscurité. Il portait une chemise déchirée et sale, rien d'autre. Il avait le corps d'un homme qui pouvait avoir 30 ans, mais l'esprit et le regard d'un nouveau-né perdu dans un cauchemar. C'était Miguel. Le secret avec des yeux, la preuve vivante de 30 ans d'horreur silencieuse. Sofia recula brusquement. Elle heurta le mur en adobe. La poussière froide s'engouffra dans sa chemise, un contact glacial contre sa peau en sueur. Sa main se porta à sa bouche pour étouffer un cri qui lui déchirait la gorge. Le goût amer de la bile lui brûla la langue. La pièce se mit à tourner. Les grains de poussière qui dansaient dans les rayons de lumière se transformèrent en un essaim d'insectes furieux qui volaient bas vers elle. L'odeur. Mon Dieu. L'odeur. Elle n'était plus à l'extérieur, elle était à l'intérieur. Elle s'était collée à sa peau, s'était infiltrée dans ses cheveux, dans ses poumons. Elle avait l'impression qu'elle ne pourrait plus jamais s'en débarrasser. Elle voulait courir. Elle voulait crier. Elle voulait sortir de là, respirer l'air pur, oublier cette image, l'effacer de sa mémoire pour toujours. Mais elle ne pouvait pas bouger. Ses pieds étaient cloués au sol. Ses yeux étaient fixés sur la silhouette sur le matelas. Et au milieu de la panique, une certitude la frappa. Ce n'était pas un monstre. C'était une victime. La victime ultime d'un crime qui n'avait pas de nom. Elle prit une profonde inspiration, une fois, 2 fois. L'air sentait la pourriture. Mais c'était de l'air. Elle força ses muscles à obéir, à ne pas s'enfuir. Elle se redressa, appuyée contre le mur, et elle regarda Elena. La femme pleurait, en silence, sans sanglots. Les larmes coulaient simplement sur ses joues craquelées et se perdaient dans les coins de ses lèvres. Il n'y avait aucune surprise sur son visage. Seulement une tristesse infinie et fatiguée. La tristesse d'avoir été découverte. La résignation de la faim.
C'est mon fils, murmura Elena. Sa voix n'était qu'un souffle d'air. Et avec ces 3 mots, le barrage de 30 ans s'est brisé. Le secret a cessé d'être un secret. Et il est devenu une vérité tangible et monstrueuse au milieu de cette pièce sombre. Sofia ne s'est pas enfuie. Une force qu'elle ne comprenait pas la retenait là. Lentement, elle a glissé le long du mur jusqu'à s'asseoir sur le sol en terre battue. Elle a gardé une distance prudente. Elle ne voulait pas les effrayer davantage. Elle ne posa aucune question. Elle en était incapable. Les questions semblaient obscènes face à une telle douleur. Elle se contenta d'attendre. Et Elena, pour la première fois en 30 ans, avait quelqu'un qui l'écoutait. Les mots ne sortaient pas dans l'ordre. Ils jaillissaient en rafales. Des fragments d'une vie brisée, des phrases courtes, comme des morceaux de verre brisés. Chacune d'elles était une blessure. Mon père m'a amené ici. Sa voix n'était qu'un murmure monotone, comme si elle racontait l'histoire de quelqu'un d'autre. J'avais 10 ans. Nous vivions en ville, dans une petite chambre. Maman venait de mourir. Il a commencé à changer. Il disait que le monde était pourri, que la ville était l'enfer, que les gens étaient mauvais, sales, pécheurs. Il fit une pause, déglutissant. Son regard se perdit dans la pénombre. Une nuit, il m'a réveillé. « Nous partons », a-t-il dit, « vers un endroit pur. » Il ne m'a pas laissé prendre mes poupées. Il a dit qu'elles étaient une vanité. Nous avons beaucoup marché. Nous sommes arrivés ici, dans cette maison. Elle était abandonnée, mais il l'a un peu réparée. Il a dit que nous étions Adam et Ève, les seuls purs qui restaient au monde. Qu'il était mon protecteur, mon sauveur. Sofia écoutait, immobile. L'air semblait de plus en plus lourd, de plus en plus difficile à respirer. Chaque mot d'Elena était une pierre qui tombait dans un puits sans fond. La première fois, j'avais 12 ans. Sa voix se brisa un instant, un tremblement presque imperceptible. C'était une nuit d'orage. Les éclairs illuminaient la pièce. J'avais peur du bruit. Il est venu dans mon lit. Il a dit qu'il me protégerait. Et puis, elle ne termina pas sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. Le silence qui suivit était plus terrifiant que n'importe quel cri. J'ai crié. J'ai pleuré. Je l'ai supplié. Je lui ai dit que c'était mon père. Il m'a frappé. Il a dit qu'il ne comprenait pas, que c'était la volonté de Dieu, que c'était nécessaire pour purifier le sang, pour créer une nouvelle humanité. Il m'a dit que ce n'était pas un péché si c'était par amour, que notre amour était sacré. Quel amour, pensa Sofia, une rage glaciale parcourant ses veines. C'était le langage des prédateurs, la justification de l'injustifiable. Au bout d'un certain temps, j'ai cessé de me battre. La résignation dans sa voix était totale. Je n'avais nulle part où aller. Je n'avais personne d'autre. Le monde extérieur n'existait pas pour moi. Il m'avait convaincu qu'il n'y avait que du feu et des démons dehors. Il n'y avait que cette maison, ses règles, et lui. Elena tourna lentement la tête, comme si cela lui demandait un effort surhumain. Elle regarda la silhouette allongée sur le matelas. Je suis tombée enceinte à 15 ans. J'étais terrifiée. Je savais que quelque chose n'allait pas. Je le sentais dans mon corps. Mais mon père, il était heureux. Il disait que c'était un miracle, la preuve de la faveur de Dieu, le premier enfant du nouveau monde. Un être sans le péché originel de la société. L'ironie était si brutale, si tordue, que Sofia eut du mal à respirer. L'accouchement a eu lieu ici, sur ce sol. J'étais seul. Il ne savait pas quoi faire.
Il se contentait de prier dans un coin. J'ai failli mourir. Quand Miguel est né, je l'ai vu et j'ai su qu'il n'était pas comme les autres. Il ne pleurait pas. Il ne faisait que des bruits. Son corps était fragile. Sa tête, je l'aimais. C'était mon bébé. Mais j'avais tellement peur. Mon père, en revanche, l'adorait. Il disait que c'était un ange, un être pur, sans tache. Il disait que son esprit vide était une bénédiction, car il ne pouvait être corrompu par le mal. Il disait que son corps difforme était le signe qu'il n'appartenait pas à ce monde imparfait. Il l'appelait l'agneau. Sophia ferma les yeux. L'image de cet homme déformant la réalité pour l'adapter à sa folie était insupportable. Il a continué à me toucher pendant des années. Il disait que nous devions avoir d'autres enfants sains. Mais je ne suis plus tombée enceinte. Dieu merci. Mon corps s'est refermé. Il s'est desséché de l'intérieur. Mon père est mort il y a 10 ans, d'une fièvre. Ce furent 3 jours d'agonie. Il délirait. Il criait que des démons venaient le chercher. Quand il est mort, j'ai ressenti un soulagement. Puis, une panique terrible. Je l'ai enterré là-bas, sous l'arbre sec. Depuis, nous sommes seuls. Miguel et moi. Elena leva les yeux et son regard croisa celui de Sophia. Pour la première fois depuis que Sophia était entrée, il n'y avait plus de peur dans ses yeux. Seulement une question nue et terrible. « C'est mon fils », répéta-t-elle, comme si elle avait besoin de s'en convaincre elle-même. La seule vérité à laquelle elle pouvait se raccrocher. Mais le père de mon fils, c'était mon propre père. Il est la chair de ma chair, le sang de mon sang. Mais c'est aussi le sang de mon père. Alors, qui est-il pour moi? La question resta en suspens dans l'air lourd de la pièce. Est-il mon fils? Ou est-il mon frère? Il n'y avait pas de réponse, car la question elle-même était une aberration née de l'horreur. Et Sophia comprit qu'Elena n'avait pas seulement été prisonnière dans cette maison. Elle avait été prisonnière de cette question pendant 30 ans. Sophia sortit de la maison en titubant. La lumière du soleil l'aveugla. Cela lui fit physiquement mal. Cela semblait être une offense. Une moquerie cruelle après l'obscurité dont elle venait d'être témoin. Elle fit une promesse à Elena avant de partir. « Je reviendrai. » Sa voix tremblait. « Je vous apporterai de l'aide. »« Je le jure. » Elena ne répondit pas. Elle la regarda simplement depuis le seuil, une ombre sur le point d'être à nouveau engloutie par sa caverne. Sophia courut. Elle courut sur le sentier, sans sentir les épines qui lui griffèrent les jambes. Elle courut sur le chemin de terre, soulevant un nuage de poussière qui était comme le fantôme de sa propre urgence. Elle ne s'arrêta pas avant d'arriver au bureau. La climatisation lui fit l'effet d'un coup de froid. Elle fit irruption dans le bureau de son patron. M. Mendez leva les yeux de ses papiers, surpris. « Sophia, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es pâle comme un mort. » Elle ne put répondre tout de suite. Elle posa ses mains sur son bureau, haletante, essayant de reprendre son souffle et de remettre de l'ordre dans ses pensées. L'image de Miguel, la voix d'Elena, l'odeur. Elle lui raconta tout. La maison, l'enfermement, les abus, l'histoire du père, la terrible question. Miguel. Au fur et à mesure qu'elle parlait, le visage de Mendez passa de la surprise à l'inquiétude, puis de l'inquiétude à une gravité sombre et pesante. Lorsque Sophia eut terminé, un long silence s'installa dans le petit bureau. On n'entendait que le bourdonnement de la climatisation. Mendez retira ses lunettes et se frotta l'arête du nez.
Mon Dieu, murmura-t-il. Mon Dieu tout-puissant. Nous devons faire quelque chose. Maintenant, dit Sophia, la voix tremblante d'un mélange de rage et d'impuissance. Ils ont besoin de médecins, de psychologues. Ils doivent sortir de là. Mendes soupira. C'était le soupir que Sophia commençait déjà à détester. Le soupir du système, le son de l'inertie. Calme-toi, Sophia. Respire. C'est extrêmement délicat. Délicat? C'est un cauchemar. Ils vivent un cauchemar. Je sais. C'est justement pour cela. Nous ne pouvons pas agir à la légère. Cela concerne un crime très grave qui a eu lieu il y a des décennies. Abus, inceste, privation de liberté. Nous avons besoin d'un protocole. Au diable le protocole. Vous avez vu dans quel état ils sont, je vous le dis. Sa voix se brisa. Écoute-moi, Sophia, dit-il d'un ton plus ferme, celui du bureaucrate qui reprend le contrôle. J'apprécie ton initiative. Tu as fait plus que ton devoir. Mais maintenant, cela passe entre d'autres mains. Tu dois aller voir la police. Rédiger un procès-verbal détaillé des faits. C'est la seule façon pour nous d'intervenir légalement. Sophia le regarda, incrédule. Des papiers? Vous voulez que j'aille remplir des papiers? C'est la procédure, Sophia. C'est la seule solution. Va au commissariat. Dénonce ce que tu as vu. Pendant ce temps, j'appellerai les services de santé de la municipalité pour les mettre au courant. Mais sans plainte officielle, eux comme nous, avons les mains liées. Sophia eut l'impression qu'on lui avait jeté un seau d'eau glacée dessus. L'horreur dont elle venait d'être témoin était réduite à une simple procédure. Le commissariat du village était un petit bâtiment d'un étage, dont la peinture était écaillée par le soleil. À l'intérieur, ça sentait la poussière, la sueur et un profond ennui. Un seul policier, gros et vêtu d'un uniforme taché de café, somnolait, les pieds posés sur son bureau. Un ventilateur rouillé tournait paresseusement au-dessus de sa tête. Sophia dut s'éclaircir la gorge 2 fois pour qu'il remarque sa présence. L'homme la regarda avec agacement, comme si elle l'avait réveillé du meilleur rêve de sa vie. « Oui, mademoiselle. Que puis-je pour vous ?» Encore une fois, l'histoire. Encore une fois, les mots qui semblaient de plus en plus vides, de plus en plus éloignés de l'horreur réelle de cette pièce. Le policier écoutait sans changer d'expression, les yeux mi-clos. Lorsqu'elle eut fini de parler, la gorge sèche, il bâilla. Un bâillement long, sonore, d'une indifférence offensante. Il ne couvrit même pas sa bouche. « Inceste », répéta-t-il, comme s'il s'agissait d'un mot exotique qu'il venait d'apprendre. « 30 ans. » Il se gratta le ventre. « Et vous dites que cette dame vous a tout raconté comme ça ?»« Oui. Il a besoin d'aide. Son fils vit dans des conditions inhumaines. »« Écoutez, mademoiselle, » dit-il en retirant ses pieds du bureau d'un coup sec. Pour pouvoir agir, j'ai besoin d'une plainte officielle, de la victime elle-même. La dame, comment a-t-elle dit qu'elle s'appelait? Elena. Bien. Madame Elena doit se présenter à ce bureau et déclarer, sous serment, que son père l'a violée. Mais c'est impossible, s'écria Sophia, sentant le désespoir commencer à l'étouffer. Elle est enfermée depuis 30 ans. Elle panique à l'idée de sortir de cette maison. Le policier haussa les épaules. Un geste minime, presque imperceptible, qui renfermait tout un univers d'apathie et de paresse. Alors, il n'y a rien à faire, mademoiselle. C'est votre parole contre rien. Et avec tout le respect que je vous dois, vous venez d'arriver dans ce village. Ces gens y vivent depuis toujours. Ils n'ont jamais posé de problème.
Ils font partie du paysage. Le fils en est la preuve, s'écria Sofia en frappant le bureau. Le policier resta impassible. Un garçon malade. Il y en a beaucoup dans les villages. Malchance, gêne, que sais-je. Comment pouvons-nous prouver qui est le père? Le présumé agresseur est mort et enterré selon vous. C'est compliqué, mademoiselle. Beaucoup de paperasse pour rien. Une cause perdue. Mais, vous n'allez rien faire? Vous ne pouvez pas aller voir. Revenez demain. Je verrai si je peux parler au commandant. Mais je ne vous promets rien. Il est très occupé. Et il reposa ses pieds sur le bureau. Il ferme les yeux. Affaire classée. Sofia quitta le commissariat avec un vertige glacial. Ce n'était pas le mal qu'elle avait trouvé. Ce n'était pas un monstre avec des cornes et un trident. C'était quelque chose d'infiniment pire. L'indifférence. Le monstre bureaucratique de l'apathie qui se nourrit de la phrase « ce n'est pas mon problème ». Elle s'appuya contre le mur extérieur, le soleil lui frappant le visage. Ses mains tremblèrent de rage. L'image de Miguel dans l'obscurité, le bâillement du policier. Les deux images se superposèrent dans son esprit, créant une nouvelle forme d'horreur. L'horreur de la normalisation, l'horreur du quotidien. Mais il n'abandonna pas. Si la police était une impasse, peut-être que les services sociaux pourraient aider. C'était leur domaine, après tout. Elle se rendit à la mairie, un bâtiment gris, labyrinthique, rempli de couloirs identiques et de portes fermées. Après une heure d'attente dans un couloir sans ventilation, assise sur une chaise en plastique dur, elle fut reçue par une fonctionnaire. Une femme d'une quarantaine d'années, vêtue d'un tailleur impeccable et arborant un sourire étudié qui n'atteignait pas ses yeux. « Dites-moi, comment puis-je vous aider, man ?» dit-elle d'une voix chantante et fausse. Pour la 3e fois de la journée, Sofia raconta son histoire. Cette fois, sa voix était monotone, presque robotique. Elle se sentait comme un disque rayé, comme la messagère d'une douleur que plus personne ne voulait entendre. La femme écoutait, acquiesçant de temps en temps, tandis que ses doigts tapaient quelque chose sur l'ordinateur avec des ongles parfaitement manucurés. « C'est horrible », dit-elle à la fin, sans que son expression ne change le moins du monde. Pauvres gens, les choses qu'on voit. « Ils ont besoin d'une aide urgente, » dit Sofia, essayant de transmettre l'urgence qui la consumait intérieurement. « Bien sûr, bien sûr. Je comprends, » dit la fonctionnaire, les yeux rivés sur l'écran. « Le problème, ma chère, c'est que d'après le système, Madame Elena, Mendoza, c'est ça? Non, je ne la trouve pas. Ni elle, ni aucun de ses enfants. Officiellement, pour l'État, ils n'existent pas. C'est pour cela qu'ils ont besoin d'aide, pour exister, pour être vus. Je comprends votre frustration, dit la femme avec le même sourire figé. Mais les procédures sont claires. Pour bénéficier de l'un de nos programmes d'aide, ils doivent d'abord être inscrits au recensement. Nous aurions besoin que vous veniez au bureau avec vos actes de naissance et une pièce d'identité officielle avec photo. Sofia sentit un rire hystérique et amer lui monter à la gorge. Des actes de naissance? Une pièce d'identité? Ils vivent dans une cabane sans eau ni électricité depuis 30 ans. Leur fils est le fruit d'un inceste et ne peut ni parler ni marcher. Ils ne viendront dans aucun bureau. La fonctionnaire resta impassible. Son sourire resta intact, comme un masque de cire. Eh bien, dans ce cas, la situation change. Il ne s'agit plus d'un cas d'aide sociale directe. Cela devient un cas de personne en situation d'isolement extrême et potentiellement vulnérable. Cela relève d'un autre service. Il ouvrit un tiroir et en sortit un formulaire de plusieurs pages.
Vous devrez remplir ce formulaire. Le 7C. Décrivez la situation en détail. Soyez très précise. Le comité des cas particuliers se réunit une fois par mois, le dernier jeudi. Ils l'examineront et s'ils le jugent prioritaire, ils pourraient envoyer une brigade d'évaluation dans, disons, 2 ou 3 mois. Cela dépend de la charge de travail. Il lui tendit le formulaire et un stylo. Puis-je vous aider pour autre chose? Sophia resta debout, au milieu du couloir, le papier à la main. Formulaire 7C. Un code. Un numéro pour une tragédie sans nom. Elle eut l'impression que tout le bâtiment s'écroulait sur elle. Les murs gris, les bureaux encombrés de papier, les visages indifférents. Tout faisait partie de la même machine monstrueuse. Une machine qui n'était pas conçue pour résoudre les problèmes, mais pour les classer. Pour leur coller une étiquette, les mettre dans un dossier et les archiver dans un sous-sol sombre jusqu'à ce que le temps et l'oubli les réduisent en poussière. Le cri silencieux d'Elena, le corps brisé de Miguel. Tout réduit à un dossier que personne ne lirait peut-être jamais. Ce jour-là, Sophia comprit quelque chose de terrible. Le système n'était pas un sauveur, c'était un tombeau de papier. Sophia retourna dans sa petite chambre louée. Le soleil se couchait déjà. Elle s'assit sur le lit. Elle posa le formulaire 7C sur la table de chevet. Il semblait la regarder, se moquer d'elle. Elle pouvait le remplir. Elle pouvait suivre la chaîne hiérarchique, la voie bureaucratique. Elle pouvait écrire l'histoire d'Elena et Miguel dans les petites cases du formulaire. Elle pouvait attendre des mois. Et pendant ce temps, ils continueraient à vivre leur enfer personnel, à seulement quelques kilomètres de là, à des années-lumière. Elle regarda par la fenêtre. Le ciel se teintait d'orange et de violet. Une beauté violente, presque obscène. La promesse qu'elle avait faite à Elena lui revint à l'esprit. « Je vous apporterai de l'aide. » Elle réalisa que le système n'était pas la solution. Le système faisait partie du problème. Et elle prit une décision. Une décision qui allait changer sa vie. Si le système ne pouvait pas aider, alors elle agirait en dehors du système. Au diable les formulaires. Au diable les protocoles. Au diable la bureaucratie qui permettait à l'horreur de s'enraciner et de prospérer dans l'obscurité. Le lendemain matin, elle ne se rendit pas au bureau. Son patron, Mendez, l'appela. Elle ne répondit pas. Elle se rendit au marché. Avec son propre argent, celui qu'elle avait économisé pour poursuivre ses études, elle a acheté de l'eau en bouteille, des conserves, du pain, des fruits. Des aliments faciles à manger, qui ne nécessitaient pas beaucoup de préparation. Elle est allée à la pharmacie, elle a acheté une trousse de premiers secours complète. Des compresses, du désinfectant, des analgésiques, des pommades pour les plaies. Elle est allée dans un magasin de vêtements d'occasion. Elle a acheté des couvertures propres et épaisses, quelques robes simples, des vêtements pour hommes, les plus doux qu'elle ait trouvés. Elle a mis tout ce qu'elle pouvait dans son sac à dos et dans 2 grands sacs résistants. Puis, elle a repris le chemin interdit. Cette fois, elle n'avait pas peur. Elle ressentait de la colère. Une colère froide, claire et déterminée. Une colère qui la motivait. Quand elle arriva à la maison, la porte était fermée, comme d'habitude. Elle frappa. « Elena, c'est Sophia. Je suis de retour. » Le verrou grinça beaucoup plus vite cette fois-ci. Un son plein d'espoir. Elena ouvrit la porte. Elle vit les sacs dans les mains de Sophia. Ses yeux se remplirent sans d'une méfiance ancestrale. La peur de la charité, de la pitié. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle d'une voix méfiante. « De l'aide, » répondit Sophia en la regardant droit dans les yeux. « Mais pas la leur, la mienne. » Et elle entra.
Ce jour-là, il n'y eut pas d'histoire. Il n'y eut pas de formulaire. Il y eut de l'action. La première chose que fit Sophia fut d'enlever les planches qui obstruaient l'une des fenêtres. Elle dut utiliser une pierre pour faire levier. Le bois pourri céda dans un craquement. La lumière du soleil pénétra dans la pièce pour la première fois depuis des décennies. Elena et Miguel clignèrent des yeux, éblouis, comme des créatures de la nuit surprises par le lever du soleil. Ils se couvrirent les yeux. Puis, Sophia commença à nettoyer. À l'aide d'un vieux balai qu'elle trouva, elle balaya le sol. Elle sortit 30 ans de déchets accumulés. Avec des chiffons humides qu'elle avait apportés, elle nettoya la table et les murs. L'odeur ne disparut pas, mais s'atténua. Elle s'approcha de Miguel. Elena se raidit, mais ne l'arrêta pas. « Je vais juste le nettoyer », dit Sophia à voix basse. Avec une délicatesse infinie, elle nettoya le visage de Miguel. Son corps. Elle lui mit des vêtements propres. Miguel ne résista pas. Il ne faisait que de petits bruits, comme un animal curieux qui ne comprend pas ce qui se passe, mais ne se sent pas menacé. Elle donna à manger à Elena. De la soupe en boîte, réchauffée sur le feu. Elena mangeait avec une avidité désespérée, comme si elle n'avait pas goûté de vraie nourriture depuis des années. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues pendant qu'elle mâchait. Sophia n'était ni médecin ni psychologue. Elle ne pouvait pas soigner le corps brisé de Miguel. Elle ne pouvait pas guérir l'âme brisée d'Elena. Mais elle pouvait faire quelque chose. Elle pouvait leur rendre un peu de dignité. Elle pouvait les traiter comme des êtres humains, pas comme un dossier, pas comme un numéro au format 7C. Elle revint le lendemain, et le jour suivant, cela devint sa routine. Le matin, elle travaillait au recensement officiel, remplissant les formulaires pour Mendes. L'après-midi, elle s'échappait pour se rendre à la maison des oubliés. Elle fut licenciée de l'ONG 2 semaines plus tard. Manque d'engagement envers les procédures, disait la lettre. Elle s'en moquait. Elle avait désormais toute la journée pour Elena et Miguel. Peu à peu, la peur dans les yeux d'Elena a fait place à quelque chose de nouveau. Quelque chose de fragile et de tremblant. La confiance? Un jour, alors que Sophia lui peignait les cheveux emmêlés avec une brosse qu'elle avait achetée, Elena s'est mise à fredonner. Une mélodie simple, répétitive. Une vieille berceuse que sa propre mère lui chantait avant que le monde ne s'écroule. Miguel, depuis son matelas désormais recouvert de draps propres, tourna la tête vers le son. Ses yeux, habituellement vides, semblèrent se focaliser un instant. Et pendant un bref instant, une étincelle de reconnaissance sembla briller dans ses yeux opaques. Il remua les lèvres sans émettre aucun son. Sophia sentit une boule dans sa gorge. Ce n'était pas un remède. Ce n'était pas un miracle. Ce n'était qu'un moment, une petite lueur dans une obscurité écrasante. Mais c'était suffisant. C'était tout. 3 mois après l'arrivée de Sophia, Elena mourut. Il n'y eut ni maladie, ni accident. Elle s'est endormie un soir et ne s'est tout simplement pas réveillée. Son corps, épuisé après 50 ans de survie, dont 30 ont été un enfer, a abandonné. Sophia l'a trouvée le lendemain matin. Elle était allongée, avec une expression de paix sur le visage qu'elle ne lui avait jamais vue de son vivant. Un léger sourire sur les lèvres. Ce qui a vraiment aidé Elena, ce n'était pas une brigade, un psychologue ou un programme social. C'était la permission de pouvoir enfin se reposer. C'était de savoir que son fils ne resterait pas seul. Le système, alerté par Sophia, est alors intervenu. La mort d'une personne, même si elle n'existait pas dans les registres,
était une affaire qui nécessitait des formalités administratives. Des ambulances, des policiers et des travailleurs sociaux sont arrivés. Le formulaire 7C, oublié dans un tiroir, était soudain devenu pertinent. Ils ont classé la maison comme scène de crime. Ils ont emporté le corps d'Elena dans un sac noir. Et ils ont emmené Miguel. Il a été admis dans un établissement public pour personnes gravement handicapées. Un endroit propre, ordonné, stérile, avec des murs blancs et une odeur de désinfectant. Sofia lui rendait visite une fois par semaine. Il ne l'a jamais reconnue. Son étincelle s'était éteinte avec sa mère. Il passait ses journées assis dans un fauteuil roulant, à regarder un mur blanc. Mais parfois, selon une infirmière émue, lorsque le silence était total dans le pavillon, Miguel se mettait à fredonner, la même mélodie simple et répétitive, la berceuse que chantait sa mère. Le seul héritage d'amour au milieu de tant d'horreur. La maison au bout du chemin a été murée sur ordre municipal, avec des briques et du ciment. Le secret ne vivait plus là. Mais l'écho de ce secret, l'écho de 30 ans de silence, résonne encore. Il résonne dans les couloirs des bureaux gouvernementaux, dans les archives poussiéreuses, dans les bâillements des fonctionnaires. Et il résonne dans la mémoire d'une jeune femme qui a été licenciée pour manque d'engagement, mais qui a appris à ses dépens que parfois, la seule aide réelle est celle qui naît d'un simple acte d'humanité obstiné et révolutionnaire, celui qui vous oblige à ouvrir une porte que le reste du monde a décidé qu'il valait mieux garder fermée. Je suis Matteo Del Valle et rendez-vous dans le prochain épisode de Realidad Prohibida.